10 hommes rampent dans les égouts nauséabonds de Nice, guidés par un homme aux allures de stratège, Albert Spaggiari. Leur mission semble insensée. Percer le mur de la salle des coffres de la Société Générale, au nez et à la barbe des autorités. Depuis 8 mois, ils creusent chaque nuit, centimètre par centimètre, dans l'obscurité et la puanteur. Leur devise, imposée par Spaggiari, ni armes, ni violence, ni haine. Une opération chirurgicale, sans sang, mais au risque maximal. Albert Spaggiari, né le 14 décembre 1932 à Laragne-Montéglin, un petit village des Hautes-Alpes. Fils unique, il grandit dans un environnement rude, marqué par l'absence d'un père disparu prématurément. Sa mère, stricte et exigeante, l'élève dans une rigueur austère. Très tôt, Albert nourrit un désir de grandeur, inspiré par les héros de guerre et les romans d'aventure. Il rêve d'une vie hors du commun, loin des contraintes de la province. À 20 ans, il s'engage dans l'armée pour fuir l'ennui et trouver un sens à son existence. Envoyé en Indochine, il devient parachutiste et se forme à la discipline, à la stratégie et à la survie. Sur le terrain, il fait l'expérience de la guerre, de la peur et de la mort. Il revient en France changé, désabusé, incapable de se réinsérer dans la routine civile. Dans les années 50, il rejoint l'organisation armée secrète, OAS, groupe extrémiste opposé à l'indépendance de l'Algérie. Il participe à des opérations clandestines, attentats, sabotages, logistique. Mais l'OAS s'effondre. Albert est capturé, jugé et condamné. Libéré après quelques années, il abandonne le combat politique mais garde intacte sa passion pour l'organisation et le secret. Dans les années 60, il s'installe à Nice, une ville en plein essor. Il y ouvre un studio photo. Son métier lui permet de fréquenter les familles bourgeoises, d'observer les riches, d'entrer dans leurs intimités. Mais Albert mène une double vie. Le jour, photographe aimable. La nuit, voleur occasionnel, stratège de petits coups bien ficelés. Il se lie d'amitié avec le maire Jacques médecin, ce qui lui assure une certaine immunité. Il observe, apprend, anticipe. Son obsession de laisser une trace le hante. Il veut réaliser un acte spectaculaire, marquant, unique. Un jour de 1976, il tombe sur le roman « Tous à l'égout » de Robert Pollock. L'intrigue d'un braquage via les égouts fait écho à ses compétences, à ses obsessions, à ses souvenirs militaires. C'est le déclic. Ce que d'autres considèrent comme de la fiction devient pour lui un plan. Il ferme le livre, se redresse et commence à penser. La banque, les égouts, les plans de la ville, les horaires, les systèmes de sécurité. Spaggiari voit clair. Albert Spaggiari veut concevoir un casse parfait, propre, silencieux, sans violence. La première étape est de constituer une équipe fiable. Il recherche des hommes discrets, disciplinés, capables de garder le silence. Loin des gros bras impulsifs, il privilégie les anciens militaires et les petits délinquants expérimentés. Il passe des semaines à les observer, à les tester. Une dizaine d'hommes sont retenus. Chacun reçoit un rôle précis. Albert conçoit l'opération comme une mission militaire. Rigueur, cloisonnement, ponctualité. Il édicte des règles strictes. Pas d'armes, pas de contact extérieur, pas de bavure. Il obtient ensuite les plans complets des égouts de Nice, qu'il étudie minutieusement. Il découvre qu'un canal passe sous la rue Jean Médecin, à quelques mètres seulement de la salle des coffres de la Société Générale. Le plan est simple, creuser un tunnel horizontal de 8 mètres. Le chantier commence en novembre 1975. Chaque nuit, l'équipe descend dans les égouts. Ils creusent, déblayent, renforcent la structure. La terre est évacuée dans des sacs poubelles, discrètement jetés en pleine nature. Le bruit est masqué par la circulation urbaine. Le tunnel progresse lentement, centimètre par centimètre. Le jour, les hommes reprennent leur vie normale. Spaggiari, lui, continue à jouer les photographes. Il observe la banque, les habitudes des riverains, les angles morts, les horaires des patrouilles. Il établit même des stratégies de diversion en cas de découverte. L'opération est planifiée dans les moindres détails. Au fil des mois, l'équipe devient soudée. Chacun comprend l'ampleur de ce qu'il prépare. En juillet 1976, le tunnel est terminé. Le mur de la salle des coffres est à portée. Albert donne le signal. Le lendemain, il passe à l'action. Après 8 mois de silence, le moment de frapper est enfin arrivé.
L'équipe descend dans le tunnel qu'elle a mis 8 mois à creuser. Ils connaissent chaque recoin par cœur. Albert passe en premier, une lampe sur le front, les yeux fixés sur leur objectif. Le tunnel les mène droit au mur de la salle des coffres. Ils installent le matériel, chalumeau, piètre de biche, perceuse. Albert prend le temps d'inspecter les lieux. Le bruit est étouffé par la circulation en surface. Centimètre par centimètre, le mur cède. Aucune alarme ne retentit. Ils entrent. Dans la salle, l'ambiance est tendue, concentrée. Spaggiari attribue les rôles guetteur, ouvreur, transporteur. Les coffres sont alignés comme des soldats. Les premiers cèdent facilement. Certains résistent. Ils les attaquent avec des chalumeaux ou des masses. Le butin est immense. Liasses de billets, montres de luxe, diamants, lingots, bijoux de famille. Mais aussi des lettres intimes, des documents confidentiels, des secrets personnels. Spaggiari est catégorique. On ne touche pas aux souvenirs ni aux preuves compromettantes. On n'est pas là pour salir, on est là pour prendre. Bien négocié, ça vaut combien, ça? 20 ans. Ou une balle en la tête, ça dépend sur qui tu tombes. Les heures passent. L'équipe garde un rythme impressionnant. Samedi matin, ils ont déjà forcé une centaine de coffres. Ils dorment par relais, mangent rapidement, continuent. Dimanche 18 juillet, en fin d'après-midi, Albert donne l'ordre de partir. Ils ont ouvert 317 coffres. Le butin total est estimé à 50 millions de francs. Avant de quitter la salle, il sort un feutre et écrit sur le mur. Ni armes, ni violence, ni haine. Une signature, une philosophie, un coup de génie. L'équipe repart discrètement par le tunnel. Ils disparaissent dans les égouts, chacun avec sa part. La banque referme ses portes sur un vide silencieux. Le lundi, tout changera. Pour eux, pour Nice et pour l'histoire. Lundi 19 juillet 1976, à l'ouverture de la banque, une employée descend dans la salle des coffres et découvre l'impensable. Un trou béant dans le mur, des débris partout et 317 coffres ouverts. C'est la panique. Les alarmes n'ont jamais sonné. La banque a été violée pendant 2 jours sans qu'aucun signe ne trahisse le forfait. Les policiers arrivent sur les lieux. Les journalistes les suivent. Très vite, la nouvelle fait la une. Nice est sous le choc. La France entière parle du casse du siècle. Les experts sont stupéfaits. Pas une trace de sang, aucun témoin, aucune alarme. L'effraction est parfaite. Pendant ce temps, Albert Spaggiari continue sa vie comme si de rien n'était. Il rouvre son studio photo, reçoit des clients, développe des clichés de mariage. Il écoute les nouvelles à la radio avec un sourire. Elle se promène librement dans les rues de Nice, croise même des policiers. Son alibi est solide. Il était à Monaco pour un reportage, avec facture d'hôtel à l'appui. Mais une erreur va trahir le groupe. Quelques semaines plus tard, un voisin dans l'arrière-pays niçois signale une forte odeur provenant d'une maison. Les gendarmes inspectent. Ils découvrent un atelier clandestin où des lingots d'or sont fondus. Rapidement, ils font le lien avec le casse. Les filatures commencent. En octobre 1976, l'enquête remonte jusqu'à Spaggiari. Les policiers l'arrêtent à son domicile. Il ne résiste pas. Il est calme, presque amusé. Lors des interrogatoires, il refuse de parler. Il assume seul l'opération. Aucun nom, aucun aveu. Les policiers sont frustrés. Ils espéraient démanteler tout le réseau. Mais Albert s'enferme dans un silence total. Il devient l'unique visage du casse. Et secrètement, il prépare déjà son prochain coup, l'évasion. Albert Spaggiari comparaît devant le juge d'instruction pour une confrontation avec des témoins. Il est menotté, encadré par 2 gendarmes. Personne ne peut imaginer ce qui va se passer. À 15h20, Albert demande à consulter un dossier posé sur le bureau. Procédure normale. Le gendarme lui retire ses menottes. Erreur fatale. D'un bond, il se lève, court vers la fenêtre ouverte du 2e étage et saute dans le vide. 6 mètres de chute. Il atterrit sur le toit d'une Renault, se relève et disparaît sur une moto qui l'attendait au coin de la rue. Avant de partir, il lance aux gendarmes médusés « Dites au juge que j'ai un rendez-vous ». Cette phrase va entrer dans l'histoire. L'évasion la plus spectaculaire de l'histoire judiciaire française venait de commencer. Albert ne sera jamais repris. Pendant 12 ans, il vit dans la clandestinité totale. Et surtout la question qui hante les enquêteurs. Où est passé l'argent ? Sur les 50 millions de francs volés, seule une infime partie a été retrouvée. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je creuse cette histoire, car les mystères non élucidés de l'affaire Spaggiari méritent peut-être une vidéo entière.
Albert Spaggiari reste une figure ambivalente. Héros pour les uns, voleur pour les autres. Il a réalisé un exploit technique et humain, sans tirer un seul coup de feu. Alors, mythe ou imposture? Et vous, que pensez-vous de lui? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, à liker et surtout, dites-moi en commentaire quel criminel ou escroc vous aimeriez découvrir dans une prochaine vidéo. Je lis tout et vos idées m'inspirent. À très bientôt sur Profession Criminelle.